J'espère que votre début de semaine se passe bien, que tout roule pour vous. Très content de vous retrouver les amis pour une nouvelle petite vidéo. Et c'est une semaine importante parce que c'est une semaine de reprise. Ce week-end, on retrouve notre Ligue 1, Le Havre-Paris, c'est la première journée de cette première journée, le premier match de cette J1. On a Brest-OM aussi, samedi 17h, gros match. Reims-Lille, entre autres, Monaco-Saint-Etienne, bon on va tous les dire, Auxerre-Nice, Montpellier-Strasbourg, Toulouse-Nantes, Angers-Lens, et on termine par le déplacement de Mont-Noël du côté de Rennes, ce qui va être une belle affiche en clôture de cette J1. Ça reprend un petit peu de partout, mais le mercato, lui, ne ralentit pas, au contraire. Donc je vous propose de faire cette petite vidéo récap où on parle de plein de choses en même temps, notamment de la première information, celle de la soirée. Désiré Doué a choisi le Paris Saint-Germain. Donc quelques jours après avoir officialisé João Neves et William Pacho, le Paris Saint-Germain avance sur un autre dossier, un autre jeune, un autre U23. Désiré Doué donc a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, alors que le Bayern Munich était également intéressé. Ouais, c'est à Paris qu'il devrait filer si un transfert se conclut. J'imagine que ça devrait être autour de 50, 60 millions, peut-être bonus compris. Le montant, on le connaît depuis un moment. La première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un vrai coup dur pour le Bayern. Il n'y a pas longtemps, on faisait cette vidéo sur le mercato idéal du Bayern, mon avis sur ce Bayern 2024-2025. Et voilà, on mettait Doué point d'interrogation. C'était une cible annoncée du Bayern pour renforcer son aile gauche, peut-être ce demi-espace-là, un remplaçant de Moussiala sur le poste de 10 de temps en temps, et pour continuer de se renforcer après avoir fait Michael Olise, deux des joueurs les plus intéressants des JO. Voilà, c'était l'idée pour le Bayern. Ça devrait ne pas se faire. Donc ça, c'est un coup dur. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, c'est une très bonne prise pour Paris. On en a parlé pas plus tard que vendredi soir, quand on analysait la finale des JO, justement France-Espagne. On parlait de l'entrée de Doué, qui avait fait des ravages sur son couloir. Et ça a été un petit peu l'histoire aussi contre l'Égypte, quand il était entré avec du déchet, mais notamment cette accélération sur le côté, qui avait conduit à l'exclusion de l'Égyptien. On finit ce match à 11 contre 10 en prolongation. Sa qualité de percussion, on l'a vu tout au long de la saison en Ligue 1 du côté de Rennes. Mais ouais, on a continué de l'avoir. Hop, dribble en pleine surface, qui est quelque chose dont il a l'habitude. Aussi contre l'Espagne, il l'a fait. C'est un sacré petit offensif. Ailier gauche, milieu offensif central. Son rapport statistique avancé, ça c'est comparé au milieu de terrain, donc c'est pas le plus pertinent, mais ouais, il ressort, et on peut juste trouver la stat brute, 4,38 possessions progressives par match, 3,42 dribbles réussis par match, entre 3 et 4 dribbles réussis par match, c'est énorme, et ça c'est par rapport au milieu, mais si on compare par rapport au milieu offensif ou aux ailiers, ces stats restent très bonnes, et on y ajoute la dimension défensive. Gros travail défensif de Désiré Doué, tacle, interception, balle contrée, etc. Je pense que pour ce Paris Saint-Germain-là, c'est une très belle acquisition. Il y a la polyvalence, parce que comme on a dit, ailier gauche sur le papier, mais la saison dernière, c'est 13 matchs en tant qu'ailier gauche, 5 en tant que milieu offensif, 3 en tant que milieu central, on va dire milieu axial, quasiment une dizaine de matchs, un petit peu à droite aussi. Il a beaucoup de possibilités. C'est un très jeune. Il vient d'avoir 19 ans. Le 3 juin, il a eu 19 ans. Donc sa marge de progression est encore forte. Et ouais, il y a des déficiences sur la prise de décision, sur la relation aux autres. Ça peut être un joueur assez individualiste. Mais je pense que c'est aussi ce qu'on lui demande quant à cette qualité de percussion, notamment ce qu'on a vu au JO par exemple. Il entrait pour une raison claire, dynamiter son côté, et ça, il le fait très bien. Donc le potentiel est énorme. Et sa qualité technique, son explosivité, je pense que c'est la base d'un joueur très intéressant. Le Paris Saint-Germain a besoin d'une recrue sans doute offensive sur le côté avec le départ de Kylian Mbappé. Il y a en tant qu'ailier de débordement, d'explosivité, et qui peut vraiment gagner des mètres et dribbler des gars, il y a Barcola et Dembélé quoi. C'est pas vraiment le cas de Marco Asensio, Randal Colomoni ça n'a pas trop marché pour l'instant. Et le Paris Saint-Germain continue de se renforcer avec de jeunes prises. Quand on regarde ce qui a été fait pour l'instant, Safonov, 25 ans, mais Pacho, 22, João Neves, 19, et donc encore un autre joueur de 19 ans. Ajouté à, si on regarde l'effectif, des joueurs importants qui jouent des minutes titulaires, Warren Zaïre-Emery par exemple, qui en a que 18, même un Beraldo, peut-être qu'il peut avoir de plus en plus de temps de jeu, il a que 20 ans. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il est arrivé, on va voir ce que ça va donner donc. Gabriel Moscardo, est-ce qu'il sera beaucoup utilisé ? Il a que 18 ans. Le Paris Saint-Germain se renforce énormément sur sa jeunesse
Et il y a aussi des petits jeunes qui poussent. Le petit Seni Mayulu, par exemple, que 18 ans, qui est un gars intéressant. Ouais, c'est pas mal pour Paris. Je pense que si ça réussit à se faire, un jeune Français très prometteur, c'est une bonne acquisition. Et ouais, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Je pense que Rennes aussi avance sur des dossiers. J'ai vu Elie Junior Croupi de Lorient, petit jeune prometteur. Ça parle avec la MLS pour prendre peut-être Carlos Andrés Gomez, qui est un gars qui a fait la saison de MLS l'actuelle. Il est à 13 buts et 7 passes D sur 23 matchs. Donc c'est un ailier droit, pas un ailier gauche. Donc c'est pas pile un remplaçant de Désiré Doué, mais il est droitier, donc on peut imaginer que tu peux le faire jouer aussi à gauche. Peut-être que c'est des dossiers un poil en parallèle. En tout cas, Rennes continue de faire un très gros mercato avec les prises des Scandinaves. Grombeck, Camara, Ostigard, transfert définitif pour les 3, 15 millions, 10, 7. Ça recrute sévère, à Tebourg aussi, pour de l'expérience. Donc ouais, très très intéressant ce qui est en train de se passer du côté de Rennes. Et bon, Désiré Doué, je pense que c'est un départ auquel il fallait se résoudre depuis un petit moment maintenant. S'il est bien compensé, on devrait avoir une équipe compétitive du côté de Rennes et qui déçoit moins peut-être que la saison passée. En tout cas, hâte de voir ce début de Ligue 1. S'ils peuvent perdre toutefois la première journée, ça me va très bien. Et donc voilà pour Rennes, Doué, le cas Doué à Paris. Il y a une deuxième information qui est peut-être un poil plus controversée, entre guillemets. C'est finalement, petit revirement de situation en vue, un autre dans le dossier Nico Williams au Barça. C'est un truc qui est sorti pareil hier. Nico Williams, ce matin même, aurait dit oui au Barça. Entre hier et ce matin, c'est sport, donc je ne sais pas à quel point il faut y prêter, il faut y donner du crédit. Mais après avoir un temps été dans l'optique d'une prolongation et de rester à l'Athletic, jouer la Coupe d'Europe avec son frère, etc., et bah peut-être qu'il pourrait finalement signer au Barça. Il a une clause libératoire qui, si je ne me trompe pas, est à 60-62 millions, un truc comme ça. Donc la balle est dans le camp du Barça. Si lui est OK avec le fait de rejoindre son pote, Lamine Yamal, et rallier la Catalogne, bah, il irait juste au Barça. Trouver les moyens, trouver les finances. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais vous connaissez ma position sur le dossier depuis le début. C'est ce qu'on dit, c'est que le Barça doit le faire absolument. C'est quasiment impératif. S'il y a l'opportunité là de reformer le duo vainqueur de cet été, Yamal-Williams, ce serait, je pense, un des plus gros échecs de l'histoire des mercatos récents de ne pas réussir à saisir cette opportunité. Donc si Williams veut venir, il faut absolument que le Barça trouve le moyen de le faire. Et ouais, c'est dans la lignée du mercato du Barça qu'on a un petit peu suivi avec cette vidéo qu'on a fait il y a 2 semaines sur l'avancement de leur intersaison, à quoi pourrait ressembler ce Barça de Flick 24-25. Il y a 2-3 autres trucs qui sont sortis. Sergi Roberto part. Après 14 ans passés au Barça, son premier match pro, c'était en 2010. Un match de Coupe du Roi, waouh. Et ouais, il est arrivé à la Masia, c'est un gars qui est là depuis le début, qui a vécu plusieurs des très très grands moments de l'histoire de ce club, bien sûr, qui a marqué dans le Classico il n'y a pas si longtemps aussi. Voilà la relation amoureuse de Sergio Roberto avec les Classicos. C'est un joueur historiquement important. Je pense que c'est une très très bonne chose pour le Barça de s'en séparer là et de continuer d'alléger un petit peu plus la masse salariale. Il n'y aura pas de prolongation donc. Et j'ai vu aussi la vente définitive de Julián Araujo. Ça, c'était un truc dont on discutait quand on parlait de cette position de latéral droit, où tu as Koundé, où tu as Hector Fort, où Alex Vaillé y avait joué aussi un des matchs de pré-saison qu'on avait analysé, contre le Real, là, le Classico. Donc il y a des options, et peut-être que Cancelo va re-signer aussi, donc il y a des options pour le Barça à droite. Le départ de Julián Araujo pour une dizaine de millions d'euros du côté de Bournemouth, je pense que c'est une très bonne chose. C'est aussi quelque chose qu'on évoquait, c'était cette possibilité de débloquer un petit peu de budget supplémentaire. Et voilà, un gars qui va avoir 23 ans demain, peut-être que le potentiel n'est pas énorme non plus. Un petit biais donc pour un Barça qui continue de débloquer quelques petits moyens financiers par-ci par-là, qui peut-être permettrait de conclure la grosse opération de l'été. Pas celle-ci, celle qu'il faut faire absolument. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur le Barça pour l'instant, à part que aussi, apparemment, qu'est-ce que j'ai Deco aurait demandé à Fati de s'en aller. Que ce soit en prêt ou en transfert, dans tous les cas,
libérer de la masse salariale et ouvrir une place supplémentaire sur l'aile, peut-être encore une fois donc pour faire Nico Williams. Mais voilà à peu près la situation du Barça. On va continuer de la suivre sur cet été parce que je trouve que c'est une des plus intéressantes du foot européen. Beaucoup de choses à faire, pas forcément beaucoup de moyens pour le faire, faut être créatif, des blessures dans tous les sens, même si certains gars vont revenir. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le cas Nico Williams. J'ai l'impression à chaque jour une nouvelle information, mais celle-là, c'est celle de la journée. Et enfin, il y a un petit peu de bonus. D'abord, le cas Dominique Solanke aux Spurs. Alors ça, c'est un truc qui est arrivé ce week-end. Dominique Solanke, signé par Tottenham pour 66 millions et peut-être un petit peu de bonus aussi. Voilà, nouveau joueur des Spurs, il est arrivé à Londres en provenance de Bournemouth. Ça m'intéresse parce que je pense que c'est un petit peu cher payé. C'est un gars qu'on a sur notre radar depuis un moment, je me souviens, on a fait des vidéos, pas une vidéo entière sur lui, mais on en discutait à l'époque où il était encore à Liverpool. Il devait avoir 20-21 ans, un truc comme ça. Liverpool qui prend d'ailleurs 20% du transfert, 20% au moins de la plus-value par rapport à ce qu'il l'avait vendu à Bournemouth, il me semble une dizaine. Non, 20 millions, il l'avait vendu 20 millions, il valait 10 millions à l'époque. Mais donc oui, Liverpool prend un petit chèque sur cette vente. Avant ça, Dominique Solanke, c'était à Chelsea, un des joueurs prometteurs du foot européen. Il avait remporté la Youth League, il avait été élu meilleur buteur de la Youth League avec 12 pions. Donc ouais, c'était un gars sur lequel on avait des... Il était dans notre radar, quoi. Ça s'est pas trop confirmé jusqu'à la saison dernière, où il a fait cette saison de Première Ligue à 19 buts avec Bournemouth. 19 buts, à jouer les 38 journées, tu te dis, waouh, s'il peut planter 19 buts avec Bournemouth, qu'est-ce que ça peut jouer, qu'est-ce que ça peut donner, pardon, dans un club comme Tottenham, qui a du volume offensif, qui a un vrai besoin sur ce poste d'avant-centre, parce que Richarlison, ça n'a pas donné satisfaction, Timo Werner, pas grand-chose non plus. Donc ouais, depuis le départ de Kane, bien sûr, aux Spurs, il faut faire un avant-centre. La raison pour laquelle je suis pas hyper emballé, c'est que comme Archie Gray, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est quand même cher. Archie Gray 40, Dominique Solanke, voilà, 66,5. C'est beaucoup pour un gars qui a qu'une seule vraie grosse saison dans sa carrière en Première Ligue, Solanke la saison dernière. Et aussi un gars qui surperforme pas ses expected goals, assez loin de là d'ailleurs. 19 buts, c'est vrai, mais sur 21,4 XG, donc on va dire que il n'a pas été un tueur absolu la saison passée, et c'est pas non plus une de ses caractéristiques. Si on regarde toutes ses dernières saisons, il a systématiquement sous-performé ses XG. Donc c'est un avant-centre qui se procure beaucoup d'occasions parce qu'il est extrêmement énergique, athlétique, grosse mobilité. Mais sur la finition, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, je pense que c'est un poil cher, oui, pour un gars qui va avoir 27 ans en septembre. Donc la marge de progression est assez limitée, le potentiel de revente aussi. Quand je vois un Solanke là qui est évalué à 40 millions sur Transfermarkt, qui a bientôt 27, qui sort d'une grosse saison, ça me rappelle un peu un autre joueur qui a explosé l'année dernière, c'est Serhou Guirassy, voilà, qui a 28, pareil qui en vaut 40, qui a fait sa grosse saison de sa carrière la saison passée. Voilà, Dortmund l'a pris, c'est vrai, mais Dortmund l'a acheté pour 18, pas 66. Alors bien sûr, Solanke, c'est spécial parce que c'est un Anglais, parce que c'est un gars qui l'a fait en Première Ligue. On sait que tout ça, ça va forcément faire gonfler les prix. Et dans l'absolu, en plus, c'est un joueur que j'aime bien, que je trouve bon. Mais, ouais, un doute sur le prix. Même si le mercato des neufs n'est pas hyper fourni, ça me semble être un petit peu dans la prolongation de Tottenham qui paye quand même ses joueurs assez chers, qui achète ses joueurs assez chers. Comme on a dit Archie Gray, mais même un Brennan Johnson, top joueur, hein, que j'aime beaucoup, mais qui a été pris l'été dernier pour 55 millions, il me semble, ce qui est quand même pas mal. Et ouais, d'ailleurs, le mercato estival 2023-2024, Madison, pour le coup, c'est bien confirmé, ça c'était une bonne prise. Mais ouais, il y a eu des grosses mises sur pas mal de joueurs, et ouais, Brennan, 55 à la fin, je me souviens. C'était un peu... ça semblait un peu beaucoup, donc on verra cette saison. J'ai quand même hâte de suivre le Tottenham de Postecoglou qui met les moyens, ça y a rien à dire. 272 millions de dépenses été dernier, là déjà plus de 100. Et ouais, ça donne envie d'être suivi. Et c'est bien sûr ce qu'on va faire cette saison. Mes petits doutes sur le niveau max, on va dire, de l'ami Dominique Solanke. City déjà titré. Ouais, parce que ça aussi c'était un truc qui se passait ce week-end, samedi. Malgré l'ouverture du score, 84e minute de Garnacho. Bernardo Silva
à Wembley a égalisé donc à la 89e et au tir au but, Akanji a mis le penalty vainqueur. City remporte le Community Shield, c'était pas le cas la saison dernière, bien sûr, il avait perdu contre Arsenal. Et je dois dire que ça ressemblait un petit peu plus à un match de pré-saison qu'une vraie lutte pour le titre, qu'une vraie revanche de la FA Cup. Je sais pas, United était avec Bruno Fernandes en pointe, pas de Cirksé. On sait que Højlund est blessé. C'était Mason Mount, Diallo aligné, mais surtout pour City. Le milieu de terrain, Kovacic, Nico O'Reilly, James McAtee, Oscar Bob titulaire. Alors ça, à la rigueur, c'est quelque chose qu'on va sans doute voir pas mal cette saison, mais Rico Lewis, donc pas de Kyle Walker. McAtee, Guardiola, on a dit beaucoup de bien, il a fait un top match contre United, et il va rester. Pas de prêt, pas de transfert. Guardiola a dit, j'ai besoin de McAtee, donc on peut s'attendre à le voir jouer pas mal de minutes. Et ouais, c'est le petit truc intéressant. Je dirais il y a une bonne entrée aussi, des images que j'ai vues, de Savio, qui on en avait discuté, je pense, très belle acquisition pour City, a montré déjà tout son potentiel de baller. Mais ouais, voilà, quand on voit les 11 alignés, les entrées aussi côté United d'un Toby Collier par exemple, Facundo Pellistri aussi, et un Jadon Sancho qui je sais pas s'il va rester. C'était pas le Community Shield peut-être le plus spectaculaire, fourni, chargé en star de l'histoire. C'est peut-être classique de ces matchs de Trophée des Champions Super Coupe qui interviennent pas longtemps après une saison où on a eu Euro, JO. Donc la reprise, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la reprise. Est-ce que les équipes vont être prêtes? Est-ce que tout le monde va être prêt? Ou est-ce que ça va vraiment monter en puissance et on va avoir des gros trébuchés vite d'entrée? Parce que cet Euro là, je pense qu'il a laissé des traces. Et les JO aussi en plus. Voilà pour le Community Shield. Et enfin, le bonus, 2-3 trucs supplémentaires. Ah non, peut-être je peux vous dire aussi sur City, c'est qu'ils lancent leur campagne de Première Ligue contre Chelsea ce week-end. Donc ça commence très fort, dimanche 17h30. Et 5e journée. La 5e journée, c'est une grosse journée. Hein. C'est Bayern Munich contre Leverkusen. On a OLOM aussi. Et je me demande s'il n'y a pas un Classico pas loin ou quoi. Mais City Arsenal donc. Ouais, gros début de saison pour City qui va se déplacer du côté de West Ham aussi. On va en parler, qui est en train de faire sacrée intersaison. Newcastle, Chelsea. Ouais, ça commence fort pour les hommes de Guardiola, au moins. Ils ont démarré avec un titre. Et enfin, donc, un petit peu de bonus. Qu'est-ce qu'on a? Justement, en parlant de Chelsea qui continue de faire un peu n'importe quoi, je sais pas, mais 9e recrue des Blues. Pedro Neto, officiellement à Chelsea, pour 60 millions. Ça aussi, je trouve ça très très cher. Ok, super petit joueur, mais cher. Dewsbury Hall de Leicester, super petit joueur, 35 millions. Jorgensen qui a été pris, mais surtout, voilà, c'est à une époque où moi j'étais plutôt optimiste, bien sûr, sur Chelsea. Mais là, continuer à empiler autant de petits jeunes, j'ai du mal à voir le plan, là, j'avoue. Anselmino qui a été pris, c'est 17 millions. Omari Kellyman qui a été pris des U21 d'Aston Villa, c'est 23 millions. Renato Veiga de Bâle, 14 millions. Caleb Wiley d'Atlanta, une dizaine de millions. Margouillou aussi qui a été pris, qui faisait une bonne pré-saison, en tout cas jusqu'à il y a quelques matchs. J'ai pas trop suivi là les dernières infos. Mais ouais, c'est l'effectif de Chelsea, il est assez effrayant. Il y a tellement de lignes. Il y a là sur Transfermarkt, ne serait-ce que sur Transfermarkt, ils y sont pas tous. Je vois 6 gardiens. Gabriel Slonina est parti en prêt. Mais ouais, il y en a encore au moins 6. Les défenseurs centraux, c'est absurde. Reece James s'est encore blessé, donc ça continue. Ouais, il y a beaucoup de joueurs, hein, donc je sais pas ce que Maresca va faire de tout ça. Et j'ai un petit peu perdu confiance en Chelsea depuis le départ de Pochettino. S'il est parti, alors que je trouvais que la fin de saison dernière montrait quand même des promesses, et il y a tellement de petits gars aussi qui sont bien. Cole Palmer, c'est top. Le retour d'Nkunku, ça peut être super intéressant. Il y a du talent à toutes les lignes, mais après, à la fin, je dis toujours, l'intersaison, c'est pour faire un effectif, pas un 11, mais un effectif, c'est pas 40 joueurs non plus. Donc, curieux de voir ce que Chelsea va faire. Et eux aussi, donc, ça démarre très fort avec, comme on l'a dit, City, première journée. Ça avance en première ligue un petit peu de partout, parce que Omorodion, qui devait rejoindre aussi Chelsea, ce deal s'est effondré, mais peut-être que l'Atlético va leur refourguer João Félix. Donc ça part un petit peu dans tous les sens. Ça devrait pas remettre en question l'arrivée de Julián Alvarez, ça par contre. Donc bonne nouvelle pour l'Atlético si effectivement Alvarez vient. Et qu'est-ce qu'on a donc? Félix qui pourrait retourner à Chelsea, ok. United qui confirme De Ligt, Mazraoui, ça va se faire, le Here We Go. De Fabrizio Romano, donc ça c'est dans les cartons depuis un moment. Double move de 2 gars qui ont joué aux Pays-Bas et qui viennent du Bayern pour rejoindre United.
Ça agite beaucoup la presse néerlandaise ce matin, je peux vous le dire. On a quoi? On a Max Beyer qui rejoint Dortmund, qui avait fait cette grosse saison à Hoffenheim où il avait planté 16 buts, il me semble, pour sa première saison de Bully. Et donc avec la blessure de Guirassy, et peut-être même que Guirassy n'a pas vocation à être ton neuf titulaire absolument, Max Beyer a été pris, départ de Füllkrug aussi. Donc ça c'est la situation de Dortmund. Il avait été pris par Nagelsmann pour l'Euro, il avait joué quelques petites minutes contre la Suisse la dernière journée. Mais voilà, 16 buts en 33 matchs de Bully saison passée. Hâte de découvrir un petit peu plus le Max Beyer, parce que je le connaissais de nom, on n'a pas vu beaucoup de matchs, ou même pas le moindre match, je pense, de Hoffenheim la saison passée. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et ouais, Dortmund continue de se renforcer avec beaucoup de prises. Peut-être que ça va aussi accélérer le départ de Moukoko en direction de l'OM, avec un avant-centre supplémentaire recruté. Et voilà ce qui se passe un petit peu en Allemagne. Et enfin, mes deux dernières infos, Mbappé qui devrait démarrer contre l'Atalanta mercredi, Super Coupe d'Europe mercredi, on va analyser le match bien sûr, 1 heure après le coup de sifflet final, et il devrait démarrer, donc ok, intéressant. Et Todibo à West Ham, officiel, la plus grosse vente de l'histoire de l'OGC Nice, et surtout West Ham qui continue son énorme mercato, après avoir fait Killman pour 47, mais aussi Somerville, joueur que j'adore, pour un peu moins d'une trentaine, le petit Luis Guilherme que je connais pas, que j'ai hâte de découvrir, on a parlé de Füllkrug, Todibo, quelques autres. Ouais, West Ham, ce West Ham de Lopetegui, j'ai l'impression que c'est le... Chaque vidéo on dit ça, mais ça va vraiment être une équipe à suivre. Et la prise de Todibo, je pense, sacré coup pour eux. Cher, mais top joueur. Donc hâte de voir à quoi leur défense centrale va ressembler. Et leur saison. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour lancer la semaine tranquillement. On va la poursuivre avec des previews de clubs, la Juve de Mota, ça arrive bientôt. Et il va y avoir aussi des matchs à analyser. Il y a Real Atalanta. Je pense qu'on va dire des mots sur, j'espère, la qualification du LOSC contre le Fener, même si ça validera pas définitivement leur accession de Champions. Au moins ça donne accès au prochain tour de barrage, donc ça c'est demain soir. Et je pense mercredi matin peut-être on en discutera dans une vidéo de ce type. Mais voilà, ça reprend bientôt. Et ça va être encore une très très grosse saison. Dernière semaine un petit peu plus calme entre guillemets, avant la reprise de la frénésie de la planète foot. Ça arrive bientôt. Prenez soin de vous les gars, passez une excellente semaine, et je vous dis à demain. Bisous.